France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2, c'est votre talk de fin d'après-midi sur France Maghreb 2, le grand forum jusque 18h30, tout à l'heure, entre 18h et 18h30, avec Amar pour l'éphéméride, et on parlera de cette grande perte pour la musique algérienne. En effet, c'est Hadj Mohamed Tar Farghani qui nous a quitté à l'âge de 88 ans hier. On a appris sa disparition, il est mort à Paris. Grande perte évidemment, hein. Grand maître du malouf algérien. On en reparlera tout à l'heure avec l'ami Amar dans la dernière partie du grand forum jusque 18h30. Donc pour nous accompagner aujourd'hui, monsieur Hakim Arar. Comment ça va, Hakim? Salut Christophe, salut les auditeurs, salam alaikum tout le monde. Impeccable, ça va malgré le froid, on tient bon, on est là, hein. Effectivement, tu roules père ou impair toi aujourd'hui? Moi je suis père. T'es père, donc c'est bon, t'as le droit ou pas aujourd'hui? J'ai le droit aujourd'hui, ouais. Demain t'as pas le droit par contre, parce que voilà, c'est reconduit, hein. Ah bah tant mieux, c'est une bonne chose. Voilà, pour la 4e journée consécutive. Au moins un peu d'écologie dans l'actualité, c'est bien. Mais ça sert, est-ce que ça sert à quelque chose? On pourra se poser la question tout à l'heure. On en parlera évidemment. Et puis avec nous aussi un petit nouveau dans l'équipe. Salut Jean-Marc. Salut Christophe, salut Hakim. Salut Jean-Marc. Bienvenue. Alors Jean-Marc est dans l'immobilier, il est expert immobilier même. Tout à fait. C'est ça, donc ça, Christophe. Bienvenue à toi Jean-Marc. Merci. Et on va commenter l'actualité ensemble avec le j'aime ou j'aime pas tout à l'heure en fin d'émission. Le coup de cœur, les coups de cœur de Hakim et Jean-Marc. Alors ton coup de cœur, Jean-Marc, sera quoi? Mon coup de cœur, c'était par rapport aux élections autrichiennes qui a nommé ou qui a élu un président indépendant qui était sous couvert du Parti des Verts, tout simplement. Très bien. Hakim? Mon coup de cœur, il va aller aujourd'hui à Fatou Diomé. Donc c'est un écrivain qui c'est lors de son passage dans l'émission Ce soir ou jamais de Frédéric Tadei en avril 2015. Une écrivain. Une écrivain, ouais. Et en avril 2015 sur le plateau de Frédéric Tadei où elle évoquait un petit peu les flux migratoires de l'Afrique vers l'Europe. Très bien. Et puis pour ce qui est de vos avis tranchés, Hakim? Alors moi, mon avis tranché, c'est l'émancipation politique. C'est la prochaine étape à franchir des Français de confession musulmane. Très bien. Jean-Marc, on va parler de quoi avec toi? Mon petit coup de cœur, ça va être par rapport à ce qui se passe actuellement au Parti Socialiste. C'est ce qui est le président qui est jeté en pâture et aujourd'hui qu'on désolidarise complètement du parti, tout simplement. Très bien. C'est l'avis tranché. L'avis tranché. L'avis tranché. Okay. Absolument. Dans l'actualité, on va en parler ensemble avec les auditeurs, évidemment, qui pourront nous appeler au 01 40 33 9000, mais aussi par mail à gf@francemaghreb2.fr. 3 ans de prison ferme pour Jérôme Cahuzac. 3 ans sans aménagement de peine. Le jugement a été rendu en début d'après-midi pour l'ancien ministre du Budget, jugé pour fraude fiscale et blanchiment lourd de peine, donc à l'encontre de l'homme à l'origine du premier scandale du mandat de François Hollande. Il a fait appel. Pour Bachar el-Assad, une victoire à Alep constituerait une étape cruciale dans la guerre en Syrie. Ces déclarations au lendemain de la prise de la vieille ville d'Alep, au moment où Russes et Américains discutent à Hambourg sans la moindre avancée jusqu'à présent pour faire taire les armes. Nous y reviendrons bien sûr. Et puis nous parlerons aussi tout à l'heure de cette circulation alternée. Beaucoup s'agacent, beaucoup commencent à être agacés par cela. Est-ce que ça sert à quelque chose? On se posera la question tout à l'heure, sachant que la circulation alternée concernera également la ville de Lyon et de Villeurbanne pour demain. On commence cette émission comme d'habitude par le fameux zapping. C'est parti. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur Internet, mais aussi à l'Assemblée nationale. Vous le savez, c'était sa première avec son habit de Premier ministre Bernard Cazeneuve, qui a eu un vif échange avec Christian Jacob. C'est dans ce contexte institutionnel délétère que vous prenez vos fonctions, Monsieur le Premier ministre. Si j'ai bien compris, en récompense de services rendus, les Français savent que vous ne ferez rien, ou presque, dans les quelques semaines qui nous séparent de l'élection présidentielle. Ils savent bien que le dernier gouvernement de François Hollande ne fera pas en 4 mois ce qu'il a été incapable de faire en 4 ans. Mes questions sont donc simples, Monsieur le Premier ministre. Quelle est votre légitimité politique pour gérer les affaires courantes? Monsieur le Président Jacob, je voudrais tout d'abord vous remercier pour la manière très bienveillante, absolument aimable avec laquelle vous avez eu la gentillesse de me souhaiter la bienvenue. Ça fait vraiment chaud au cœur. Vous vous souvenez certainement de l'émission de Bernard de la Villardière qui avait fait couler beaucoup d'encre, notamment du côté de Sevran. Bien voici que France 2, hier soir, a consacré un reportage sur ces femmes actives, mais qui sont de plus en plus, dit-elle, menacées par les hommes qui veulent tout dominer.
À l'image de ce reportage diffusé hier soir, donc on y voit un jeune en pleine interview arriver, ralentir avec sa voiture, histoire d'intimider la femme qui est en train de parler. Cette femme préférant donc arrêter l'interview. En 2005, quand il y a eu les révoltes des banlieues, on a appelé les grands frères pour calmer les jeunes. Et puis voilà, qui dit grand frère, ça veut dire on a exclu déjà la femme, on a exclu la mère, on n'a pas fait appel aux parents, ce qui aurait été plus légitime. En fin de compte, on a donné la place à ces hommes qui aujourd'hui, j'allais pas dominent, mais qui ont pris les quartiers, qui ont pris la place, quoi. L'islam, ils l'ont mixé. Pour moi, l'islam, c'est comme le code pénal maintenant. Et voilà, faut pas faire ça, ça c'est interdit, tout est interdit, alors qu'on est en France quand même. Et aujourd'hui, je pense que pendant l'interview, une voiture s'arrête. Voilà, il faut qu'on soit soudés parce que notre combat il est légitime. Les plus jeunes que je connais, mais bon, pas les plus méchants. Une façon d'intimider ces femmes régulièrement menacées. Elle préfère arrêter l'interview. Dans ce même reportage diffusé dans le Journal de France 2 hier soir à 20h, une autre séquence qui a quelque peu interpellé, choqué bien sûr, ça se passe à Sevran, une femme qui entre dans un bar pour y boire un café ou attendre quelqu'un. Bref, on lui signifie qu'ici, les femmes sont pas les bienvenues dans les bars, et preuve que l'on ne prend pas les gens les plus intelligents pour des interviews, on a affaire à quelqu'un qui nous dit ici c'est Sevran, c'est pas Paris, c'est un peu comme au bled. Écoutez cette séquence. On cherche quelqu'un. Un monsieur ? Dans ce bar, que des hommes, pas très accueillants. Le mieux, c'est d'attendre dehors. Pourquoi ? Ici, il n'y a que des hommes. C'est pas grave, on vit dans un monde où il y a des hommes et des femmes. Ça vous dérange, vous ? Moi, c'est pour vous. Non, pour moi. Là, Le patron du bar n'a pas envie de discuter. D'autres hommes sont choqués de voir ces femmes. Mais je m'en fous, on va se faire discrète, petite dans un coin. Il y a que des mecs dans ce café. Et comment que c'est normal qu'il n'y a que des mecs ? Imagine que tu veux prendre un café avec une cousine, une amie, ta femme. Non ? Normal. Elle reste chez elle. Ta cousine, elle reste chez elle. Ah bon ? Elle fait ce qu'elle veut, mais pas avec moi. Voilà, dans ce café, il n'y a pas de mixité. Mais est-ce que c'est normal ? À Sevran, on n'est pas à Paris. Même à Sevran, c'est la France. T'es dans le 93. Et alors, les 80... Et alors à Paris, c'est des mentalités différentes. C'est comme au bled. On enchaîne dans ce zapping avec la gaffe signée Arnaud Montebourg qui a face à lui 4 journalistes, sauf qu'il oublie la femme qui est en face de lui. Nous avons les moyens d'intéresser les Français à ce débat et de les convaincre. Je défends. Si vous me le permettez, vous êtes 3, je suis seul, laissez-moi une chance. 4, pardon, puisque madame présente. Elle est tout à fait là. Pourquoi seriez-vous d'ailleurs excepté? Mais pourquoi Pas du tout. En effet. Donc, premièrement, je défends l'entrée des citoyens dans le système politique, c'est le projet de République Nouvelle. Je défends un grand programme du Made in France qui, en effet, change les règles du système économique. Et pour finir ce zapping, il était en meeting hier soir dans le Doubs. À l'occasion de ce premier meeting, les militants n'hésitent plus à l'interpeller. C'est ce qu'a fait une dame. Et elle a interpellé sèchement l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Vous serez l'élu d'une gauche. Il y aura face à vous Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Vous avez dit que vous vouliez vous dépasser. Alors prouvez-le. Vous parlez tout le temps de rassembler. Rassemblez. Faites une seule primaire avec les 3. Voilà. Mais la primaire... C'est à vous de les convaincre. Arrêtez de jouer comme des gamins dans une cour de récré. On est d'accord. Vous avez raison, mais d'abord, vous avez raison. Tout seul, vous êtes foutus. Vous n'avez aucune chance de passer au deuxième tour. Ça a le mérite d'être clair, en tout cas, pour cette militante donc, qui a rencontré Manuel Valls, qui a fait face donc aux Français hier soir dans le Doubs, bien sûr. Hakim et Jean-Marc, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans ce zapping? Il était Jean-Marc, je t'en prie. Ce qui m'a un peu surpris, c'est un peu ce reportage avec plus ou moins, on va dire, plus ou moins une mise en scène. C'est très facile devant les caméras d'exprimer ce que l'on veut. C'est certain. On peut pas dire que tous les jours les choses se passent comme ça au quotidien, tout simplement. Oui. Voilà. Hakim. Jean-Marc, tu parlais de l'histoire du café à Sevran. Tout à fait. Quand il dit ici, on n'est pas à Paris, on n'est pas à Paris. Chez nous, il n'y a pas de mixité. La première question, ça serait intéressant d'avoir le point de vue d'un sociologue là-dessus. Mais la première question qui vient à l'esprit, c'est comme Jean-Marc, c'est quoi l'intérêt de la dame? Comment elle s'est présentée à ces gens dans ce café réuni? Pour rentrer. En fait, elle avait juste besoin de recueillir ces témoignages visant, en fait... Mais si tant est que ça existe, est-ce qu'il faut le condamner?
Il faut condamner, bien évidemment, le sexisme et la ségrégation entre hommes et femmes, la discrimination entre hommes et femmes. Là-dessus, c'est évident. Maintenant, il le dit bien avec ses mots, bien sûr, les gars. Il exprime bien, il dit oui, ma cousine, elle fait ce qu'elle veut. Donc, il le dit bien, elle est libre, elle fait ce qu'elle veut, mais pas avec moi. Donc, ce qu'on comprend, c'est que c'est pas une question. Là, je suis pas sociologue, mais l'idée, c'est pas finalement une discrimination, ou du moins aller à l'encontre de la liberté des femmes, non. C'est plutôt, je pense, comment je le vois, hein, je peux le comprendre de la part de comment je l'entends. C'est une espèce de chacun à sa place, une espèce de mélange avec de la pudeur, avec une certaine culture. Avec emprunt d'une certaine tradition. Est-ce que vous connaissez, vous deux, des endroits, des cafés, clairement, où les femmes sont pas les bienvenues en région parisienne? Personnellement, j'en ai jamais vu. J'en ai pas connaissance. Toutefois, ça peut exister. Mais il faut se dire que le quartier a très certainement été choisi pour avoir ce type de scénario, ce type de mise en scène. Faut pas non plus en faire une généralité. Quand ce jeune homme dit c'est comme au bled, le bled c'est où, c'est quoi? Donc je pense que les choses sont quand même un petit peu orientées, et puis que ce n'est pas une majorité, que ça existe très certainement. Hakim, t'en connais? Non, j'en connais pas, mais effectivement, encore, on est en présence d'une stigmatisation. Et quand Jean-Marc, tu dis le bled, ça veut dire un mot arabe. Le gars qui parle à la caméra, on voyait que il avait une tête typée d'Afrique du Nord, donc il est plutôt maghrébin. Encore une fois, ce type de mise en scène, c'est encore une fois pour stigmatiser les Nord-Africains, les Arabes, les Français. Ils sont pas intégrés, leurs valeurs ne sont pas compatibles avec la République. Tout ça, c'est encore de la mise en scène et du scénario. Dans un instant, Jérôme Cahuzac, lourdement condamné, il a fait appel, je précise. Est-ce que c'est une condamnation pour l'exemple? C'est la question qu'on pourra se poser ensemble avec vous au 01 40 33 9000. Bien sûr, on parlera de politique, puisque la politique est d'actualité en ce moment. Vous avez suivi Macron ce matin chez Bourdin? Moi, j'ai pas suivi Macron chez Bourdin, mais c'est par rapport à Cahuzac, je me demande comment il peut atténuer sa peine. Alors, on va y revenir dans un instant avec Jean-Marc, et puis vos avis tranchés aussi à suivre. Donc, dans un instant, c'est le Grand Forum. Soyez les bienvenus sur France Maghreb 2. Je précise et rappelle que la circulation alternée est reconduite pour la 4e journée consécutive demain à Paris. Le Grand Forum sur France Maghreb 2 avec monsieur Hakim Aral, qui est toujours chef d'entreprise, styliste, etc. Ça va, Hakim? Ça va, impeccable. Salut les auditeurs. Et Jean-Marc, qui est expert immobilier, qui est avec nous aujourd'hui pour décortiquer l'actualité, bien sûr avec vous au 01 40 33 9000. Je peux prendre un appel comme ça à tout moment, donc appelez. N'hésitez pas. Et je vous précise, puisque ça vient de tomber, apparemment un tremblement de terre de 6,9 sur l'échelle de Richter, donc important. Ce serait produit en Californie. C'est ce qu'on vient d'apprendre. Donc, on n'a pas les pertes humaines, non? Il y a pas des... Pour l'instant, il n'y a pas d'autres informations. Bon, on espère que évidemment, on en saura évidemment beaucoup plus tout à l'heure. Alors, avant de retrouver vos avis tranchés, on va parler de cette peine, donc de 3 ans de prison ferme pour Jérôme Cahuzac, l'ex-ministre des Budgets, vient d'être lourdement condamné pour ses comptes cachés. On le sait, véritablement une peine pour l'exemple, on peut le dire. Car cette condamnation à 3 ans de prison ferme, donc le président du tribunal correctionnel a tenu à l'annoncer à Cahuzac les yeux dans les yeux, et doit garantir son incarcération et effective. Cette fraude pénale, lui dit-il, est une extrême gravité, destructrice du lien social. Il évoque le caractère insoutenable de la situation, des circonstances qui marquent une baisse de repères total. Et le tribunal rappelle également que la fraude fiscale des Cahuzac s'inscrit dans une durée de 20 ans, une volonté constante donc et réitérée de la dissimulation, l'ancrage dans la fraude, même lorsque Jérôme Cahuzac devient ministre du budget en 2012, des fonctions qu'il a exercées, pointe le président, n'ont en rien été un frein dans la dissimulation. Et le tribunal souligne que Jérôme Cahuzac avait alors la responsabilité de la politique fiscale de la France. Il était même le garant de la lutte contre la fraude fiscale, et malgré tout, il a maintenu ses abnégations et triple violations contre la fraude, l'évasion et l'égalité devant l'impôt. Cela constitue donc par sa rare singularité une fraude pénale d'une extrême gravité. Jérôme Cahuzac qui a fait appel. Est-ce que c'est une peine pour l'exemple, messieurs? Jean-Marc?
Une peine pour l'exemple, je ne dirais pas ça. Il est à se demander qu'un citoyen tout à fait lambda qui ferait ces mêmes, on dirait, qui serait mis en défaut vis-à-vis du fisc, blanchiment d'argent et tout ce qui s'ensuit, est-ce qu'il serait condamné à une peine beaucoup plus lourde? D'autre part, cette personne a certainement les moyens de se défendre, qui veut dire qu'il a tout de suite interjeté appel. Et d'autre part, entre le moment où il faudra exécuter cette peine et toutes les procédures qui seront en cours, il a fait appel pour gagner du temps en clair. Il y a du temps qui va se passer et jusqu'à la cassation, on n'est pas sorti de l'auberge. Son épouse a pris 2 ans à elle, donc peu de chance qu'elle fasse les 2 ans en l'occurrence. Ça c'est sûr et certain. Voilà, pour lui, 3 ans, il y a des chances, donc il a fait appel pour gagner du temps. Hakim, une peine pour l'exemple? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je suis curieux de savoir comment, parce que on n'est pas naïf, comment il va s'en sortir. Bon, on interjette appel, le temps il passe, on essaie de construire, quoique ça doit être déjà construit, sa défense ou son appel avec ses avocats, et puis les connaissances qui vont bon train, forcément. Maintenant, son affaire, elle a fait tellement grand bruit auprès de l'opinion publique, et puis que ça doit forcément quelque part l'intérêt de l'opinion publique pour les peines encourues par des politiciens qui sont censés montrer l'exemple. Forcément, la peine, il y a un côté d'exemplarité là. Il y a un côté. On se souvient quand même de ce cinéma, vous vous en souvenez? Oui, parce que devant l'Assemblée, qui dit non, j'ai rien fait, etc. Et c'est un délire. C'est pour ça que ça vraiment. Et le pire, c'est qu'il était en charge de la lutte contre la fraude fiscale quand même. C'est ça. La question que je me pose, c'est comment il va s'en sortir. Par contre, d'ailleurs, le premier scandale du quinquennat Hollande. De l'ère, Hollande. Faites ce que je vous dis. Ne faites pas ce que je fais. Ah bien sûr, pour le coup là c'est clair. Mais la question que je me pose là, c'est quoi la différence entre la fraude fiscale et l'évasion fiscale? Parce que j'ai lu ci et là sur internet que l'évasion fiscale c'est vraisemblablement c'est légal, c'est ça, non? L'évasion fiscale, sous quelle forme? C'est de l'optimisation de la défiscalisation, non? C'est pas ça? Non, c'est soustraire ses revenus, son capital de la France, c'est-à-dire en clair les enlever des impôts. Mais après il y a des gestionnaires de patrimoine qui s'occupent de ça. Ce monsieur a dissimulé ses revenus en 20 ans, sa fortune. Voilà, il n'a pas eu la présence d'esprit de faire appel à un gestionnaire de ce qui constitue une fraude, c'est-à-dire que c'était dissimulé. On ne sait pas ce qu'il retirait. Il y a une évasion fiscale où on a un capital et on décide d'aller vivre dans un autre pays. Donc, mais vivre ou investir. Vivre ou investir. D'accord. Le pays dont on dépend, économiquement parlant et fiscalement parlant, est au courant de ça. Donc ça constitue pas une fraude. Là, c'est autre chose. Mais là, ce monsieur, il a dissimulé ses revenus en ouvrant des comptes offshore un peu partout. Et on n'était pas au courant du montant de sa fortune. Enfin, le peuple, parce que certainement, beaucoup de personnes savaient ce que ce monsieur détenait. François Hollande était au courant, d'après vous? Bon, j'en sais rien, c'est pas très certainement. J'en sais rien. Il a certainement pas voulu entendre, mais il a dû avoir vent de cela. Pour le mettre il le sait, il le met en fonction à ce niveau de responsabilité. Pas vu, pas pris. On connaît l'adage, bien sûr. En tout cas, voilà, vous pouvez réagir bien sûr sur cette peine qui pourrait être considérée comme une peine d'exemple prononcée donc à l'encontre de Jérôme Cahuzac, mais aussi de son épouse. Qui avait un rôle aussi important dans cette histoire, dans cette affaire. Vous nous appelez bien sûr au 01 40 33 9000. Tiens, on va prendre un appel tout de suite. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe. Moi je tiens à saluer bien sûr votre nouveau invité, monsieur Jean-Marc, et monsieur Hakim Rahal. Parce que chez nous, Christophe, souvent chez nous au Maghreb on dit Rahal, on prononce le H. Et certains disent Ra, c'est-à-dire c'est une question souvent. C'est une question existentielle, Kamel. Vous avez raison. Comment? C'est une question existentielle. Vous avez raison, disait-elle. Bonjour Kamel. Bonjour. Bonjour Kamel. Je tiens à dire simplement aussi à propos. Je tiens à remercier vous. Vous avez vraiment Ousmane Timera. Hier, vraiment, je le tiens à le saluer beaucoup. Je parle pas d'un pays. Je suis pas de pays, mais dans le monde. C'est vrai que l'ONU n'a aucune crédibilité vis-à-vis des conflits en ce moment. Quand on voit partout en Afrique des massacres, des dictateurs qui tuent, et quand l'ONU ne fait rien, vraiment, Ousmane Timera, il a très bien, et même les pays arabes, quand ils voient ce qui se passe en ce moment,
et sans aucune réaction. Je tiens aussi à saluer Besma qui a dit comment ça se fait qu'on voit des gens se faire massacrer dans le monde et on ne réagit pas. On ne réagit pas parce qu'il faut voir l'origine de ces gens-là qui sont en train de mourir. Simplement parce que ces gens-là, c'est pas normal. C'est pas normal que des garderies dans le monde, des garderies, des crèches sont bombardées, des hôpitaux, des mosquées. Il faut qu'on ait, mais malheureusement, nous, quand on voit actuellement que l'ONU est en train de négocier avec, par exemple, la Russie pour dire, qu'est-ce qu'on dit avec la Russie? On dit on négocie la trêve. Non, monsieur, on négocie comment condamner ces gens qui tuent, parce que ces victimes sont en train de mourir. Et sinon, Cahuzac, Kamel, c'est une peine pour l'exemple, Cahuzac? Cahuzac, je vous dis franchement, et merci de me l'avoir posé, Christophe, vraiment, ça, j'allais parler, mais j'ai pas... Je ressens le sujet, en fait, parce que là, vous faites... Cahuzac, il faut dire, regarde sujet, monsieur Patrick Balkany. Regardez Patrick Balkany, plusieurs fois interpellé, plusieurs fois des magouilles, il est en liberté, il est toujours député, personne ne peut le toucher. Jérôme Cahuzac, moi, vraiment, il me fait de la peine. Ah bon? Attendez, Christophe. Oui, non, mais je vous écoute. Attendez, je suis tout oui. Gérard Longuet, je cite, Yamina Benguigui, et tous ces gens-là, ils étaient amputés, ils sont sortis avec des sursis. Ce type-là, il y a beaucoup de gens qui ont fait pire que Cahuzac. Je ne défends pas Cahuzac, c'est l'argent public. Il faut vraiment, il ne faut pas le faire partir en Suisse et tout. Je suis tout à fait d'accord. Mais il y a des milliers d'hommes politiques, je cite des centaines, et ils sont tous sortis avec des sursis. Le gendarme Michel Noir, etc. Et toute la liste. Comment il s'appelle déjà, le monsieur là, Hamzaoui, et tout. Bon, voilà, merci Kamel. Bon, voilà, on sent que vous vouliez parler surtout de la Syrie, hein. J'ai bien compris. Alors, donc, vous nous appelez évidemment 01 40 33 9000, bien sûr, pour réagir et nous donner votre avis sur cette peine, bien sûr. Mais on va passer maintenant aux avis tranchés. C'est parti. Juste avant les avis tranchés, je précise, vous avez suivi cette affaire des footballeurs là qui ont dissimulé pas mal d'argent là aussi. Ah, Cristiano. Et Cristiano, Messi. Enfin, suivi l'affaire, j'ai juste lu les articles. Je tiens juste quand même à faire une petite observation, c'est que Benzema, lui, vit en Espagne. Parce qu'il est au club du Real Madrid, mais paye ses impôts en France puisqu'il a des sociétés, il est à la tête de sociétés notamment qui sont basées à Lyon, et donc c'était marrant de voir qu'il était en train de dire mais pourquoi vous me demandez si je paye mes impôts, ce qui est de plus normal, alors qu'il pourrait ne pas les payer en France et de tout transférer en Espagne dans l'endroit où il vit. Bah non, il continue. Alors peut-être qu'il est mal conseillé sur le coup, hein, parce que bon, entre quelqu'un qui souhaite payer moins d'impôts et quelqu'un qui paye des impôts, j'allais dire sciemment, on a tous fait le choix. Bon, voilà, c'était une petite parenthèse. Avis tranché, on va commencer parce que pour le bisoutage, bien sûr, Jean-Marc. Alors, mon avis tranché, ce serait ce qui se passe actuellement au Parti Socialiste. Il y a un président qui est issu de cette machine, de ce parti, qui a été secrétaire, qui a œuvré pendant longtemps. Et aujourd'hui, on le crache dessus, on le jette en pâture et on veut se démarquer de son président alors que il fait partie, il est issu du Parti Socialiste, il fait partie du clan. Comment dire que cette personne, tout c'est de sa faute, c'est certainement pas la faute du parti, c'est celui du président. Donc je pense qu'il y a un peu d'opportunisme à travers tout ça et que ça ne rime à rien. Et c'est pas en 3-4 mois qu'on va rassembler des gens par rapport à tout ce qui s'est passé tout au long de son quinquennat. Très bien. Alors, si je comprends bien, Jean-Marc, tu t'en prends à ceux qui s'en prennent à François Hollande, c'est ça, si j'ai bien compris? Tout à fait. Aujourd'hui, tout le monde veut se c'est quand même, je le rappelle, quand même le président de la République depuis 2012. Et si on s'en prend à lui, c'est parce qu'on a peut-être des raisons aussi, non? Mais tout à fait, mais sa politique était définie avec forcément un blanc-seing du Parti Socialiste. Tout ce qu'il fait, ça vient du Parti Socialiste. L'idéologie, elle est du Parti Socialiste. Il faut pas nous dire que il est quelqu'un d'autre, qu'il soit le président de tous les Français, certes, mais c'est un président socialiste, issu du parti. Alors, c'est très intéressant, Jean-Marc, ce que tu dis, parce que c'est la réflexion que j'ai déjà eue à l'antenne.
c'est en fait une critique de la démocratie française. C'est qu'aujourd'hui, et les Français, c'est pour ça que le vainqueur des élections à chaque fois c'est l'abstentionnisme ou le vote blanc, ou du moins les deux additionnés. En fait, les Français sont de moins en moins dupes de cette démocratie française où le bipartisme est roi, entre guillemets. Une fois la droite, une fois la gauche, une fois les socialistes, une fois l'alternance démocratique. À la française, c'est la démocratie à la française. Et là où je veux en venir, c'est quoi? C'est que finalement, l'exemple, ce que tu dis est très intéressant parce qu'il pointe du doigt le problème, ou du moins la stratégie employée afin de ne pas noyer le navire, en l'occurrence ici socialiste. Pourquoi? Parce qu'on va pointer du doigt un homme, on va le marginaliser pour défendre la famille politique. Lorsque tu dis, oui, mais les gens ils étaient avec lui pendant X temps, et aujourd'hui il le jette l'opprobre sur lui, il le jette en pâture aux gens, il se moque de lui. Mais en fait c'est stratégique, parce que c'est pour pointer le défaut sur une personne et non pas sur le système. Aujourd'hui, comment se fait-il? La preuve que le système il est, et j'invite tous les auditeurs et qui nous entendent, qui nous écoutent, c'est à ouvrir les yeux et continuer à diffuser cette information, comme quoi la démocratie française, est-ce qu'elle existe? Est-ce qu'elle existe? Comment se fait-il que les deux premiers ministres des deux anciens présidents, enfin il est encore président Hollande, c'est eux qui sont en passe, enfin, ou du moins qui ont l'ambition de devenir président à leur tour, alors que les uns critiquent les autres. C'est-à-dire, la démocratie française, finalement, on comprend bien ici que c'est le bipartisme. Les deux gros mastodontes. Le RPR qui est devenu MP, qui devient les Républicains. Le Parti Socialiste de François Mitterrand, qui essaie de devenir le Parti des Progressistes. Enfin, ce qu'il a essayé de faire Hollande. Et puis tout le monde dit qu'il faut nous rebaptiser. Et puis beaucoup de gens disent, oui, mais en fait, tout le système va mal, il faut faire une 6e République. Quand est-ce que les citoyens français, et surtout les votants, et pour ceux qui votent pas encore, d'aller vous inscrire pour avoir vos cartes, vont finalement sanctionner cette idée démocratique qui veut qu'il y ait une alternance quasi perpétuelle entre la gauche, la droite, la gauche, la droite. Et là, quand tu dis, Jean-Marc, que tout le monde jette l'opprobre sur lui, je le dis encore une fois, c'est simplement une stratégie pour moi, pour ressortir sain le Parti Socialiste. Alors, on va prendre un petit peu la température en réaction peut-être à ton avis tranché, Jean-Marc. Abdel qui nous appelle de Paris. Salut Abdel. Salut Alex. Oula, on t'entend super mal Abdel là. Tu nous fais le coup de la panne ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Abdel, rappelle-nous parce que ça capte pas là mon ami hein. Ouais, ça capte vraiment pas. Donc Jean-Marc, qu'est-ce que tu penses que alors, ce que je dis, quand on veut se débarrasser de son chien, on dit qu'il a de la gale. Je pense que les citoyens sont de moins en moins dupes puisque ça se transforme, ça se traduit par le taux d'abstention. Oui. Aujourd'hui qu'on connaît, les gens. C'est pas forcément une réussite l'abstentionnisme. Hein. Pas forcément, mais en tout cas c'est un signal fort. Mais c'est une conséquence. Ah oui, c'est un signal. Les gens s'y intéressent de moins en moins à cette politique. On va passer maintenant à ton avis tranché, Hakim. Alors, mon avis tranché, je vais essayer de faire aussi court que Jean-Marc. Je m'adresse ici aux citoyens français et spécifiquement aux citoyens français de confession musulmane qui sont sans cesse raillés, encore une fois dans les médias, dans les discours politiques, jusque dans les séries, dans les films également, ce que nous produit Hollywood, ou dans les magazines, dans la presse. C'est que l'émancipation politique est la prochaine et ultime marche vers laquelle il faudra dépasser pour sortir de ce mépris et de cette humiliation sans cesse renouvelée des citoyens français de confession musulmane. Les constats ne sont plus à faire. On est arrivé au paroxysme, à savoir le racisme d'État. Les campagnes des organisations de défense des libertés et des droits, telles que le CCIF, LDH, le CRI, ou encore d'autres, mais qui sont spécialistes dans la défense contre les actes islamophobes, on de cesse de répéter et d'arriver au constat de dire que c'est l'État cette fois-ci qui formalise à l'aide de décrets, de lois et de discours politiques cette islamophobie qui accourt. Ou encore une fois, les bavures policières. Hier c'était Malik Oussekine, aujourd'hui Adama Traoré. Donc l'islamophobie elle est montante.
Les discriminations à l'embauche, les discriminations scolaires, on a même dû faire la discrimination positive pour intégrer les grandes écoles. Ou bien certains vont appeler ça une discrimination compensatoire. Ou encore le mépris culturel. Ou encore le fait de dire, voilà, l'apport de la civilisation, historiquement de la civilisation musulmane, il est moindre, il n'a pas existé. Alors, c'est bien. Alors là, ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que c'est bien de se défendre, de réclamer, de revendiquer. Mais là, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il faut cesser d'être dans la réaction. Parce qu'il y a deux choses, en fait. Soit on attend que les choses se fassent pour soi, et là, on est dans une réaction face à une situation qui nous a servi, c'est-à-dire les citoyens français de confession musulmane, soit on est dans l'action pour construire et récolter ce qui va nous émanciper. Aujourd'hui, je le dis, il est temps, 2017 arrive là, il est temps que les acteurs associatifs, les leaders d'opinion de cette communauté française musulmane investissent le champ politique. Et là, ce qui arrive, c'est les législatives. Après les présidentielles. Il va falloir que les Français de confession musulmane cessent de se prendre pour les victimes à chaque fois et qu'ils investissent la politique. Voilà. Aujourd'hui, les solutions pratiques, il y a 3 partis, notamment. Il y a l'UDMF, l'Union des démocrates musulmans de France. Il y a le PEJ, le parti Égalité et Justice, vers Strasbourg. Et il y a Français et musulmans qui vont présenter, prochaine législative, 12 candidats dans toute la Seine-Saint-Denis. Voilà. Si je puis ajouter quelque chose, je dirais qu'aujourd'hui, l'islam n'est pas seulement vu comme une religion, l'islam c'est aussi vu comme une culture. Ça, c'est un gros souci. C'est-à-dire que si vous êtes musulman, vous êtes forcément comme ça, comme ci, comme ça. Mais ça, c'est un gros problème. C'est un problème, pourquoi ? Parce que c'est les citoyens français musulmans, c'est à eux de montrer le visage de l'islam, ce que l'islam a proposé. C'est à eux d'expliquer comment Napoléon il est parti en Égypte pour bâtir le code pénal, le code civil français. C'est à eux de montrer la présence française, la présence musulmane dans le sud de la France, vers Montpellier, au 8e jusqu'au 11e siècle. Tout ça, c'est un travail que les Français doivent faire eux-mêmes. Ils doivent proposer, ils ne doivent pas simplement être en réaction. Ah, j'ai vu telle chose dans le magazine. Ah, j'ai subi tel acte. Ah, il y a la loi contre un décret contre le burkini. Ah, il y a une loi contre les sinosentatoires à l'école. Mais jusqu'à quand on va faire que compter et de commenter l'actualité alors qu'il faut agir et proposer. Bon, alors on a retrouvé Abdel qui est avec nous au 01 40 33 9000. Salut Abdel. Salut, tu m'entends? Ouais, c'est bon, ça marche. Ouais. Moi, Christophe, ma question elle est surtout pour toi, mais aussi à tes invités. Bon, vous êtes des journalistes et la plupart des chroniqueurs. Vous avez la chance, vous, de pouvoir un jour rencontrer des hommes politiques dans votre vie. Ouais. Et moi, différemment de moi qui est un peu muselé, je n'aurais jamais la chance de poser des questions qui me démangent et qui me frustrent un petit peu en tant que citoyen français. Et j'aurais voulu, Christophe, parce que j'ai entendu que tu as dit hier que sûrement tu allais lancer des invitations à des hommes politiques. Oui. Et si tu peux te souvenir de la question que j'aurais voulu que tu poses, si tu peux, hein, j'aurais voulu que tu poses 2 questions en fait aux hommes politiques. On sait qu'en France, les hommes politiques, gauche et droite, confondus, ont souvent condamné les hommes politiques arabes, les présidents arabes et les Africains souvent, contre crimes de guerre, assassinat de leur peuple, etc., etc. Et une demande forte, surtout qu'on entend, pour Assad, la comparution devant le tribunal international pour être jugé. Ouais. J'aurais voulu que tu poses comme question, Christophe, pourquoi ils demandent ça pour Assad et pourquoi ils n'ont jamais demandé la même chose pour Monsieur Bush, Monsieur Tony Blair et Monsieur le président israélien, je me rappelle plus de son nom. Shimon Peres. Netanyahou. Netanyahou, il n'est pas président. Pour les massacres qu'ils ont commis, pour les ravages qu'ils ont commis, les infractions, parce que les Américains ont intervenu sans l'aval de l'ONU, on le sait. Et ma deuxième question, c'est envers Dieudonné que moi j'aimais, que j'ai allé voir aujourd'hui, on m'interdit d'aller le voir. On a reproché à Dieudonné... Qui t'interdit? Trouble à l'ordre public. C'est pour ça qu'on l'a empêché de faire ses spectacles. Et moi, en tant que téléspectateur, et j'ai été le voir, il n'y a jamais eu de bagarre, il n'y a jamais eu de manifestation avec Dieudonné. Là, il a eu une bagarre. T'as pas suivi sur le plateau de l'émission de Dieudonné, il y a eu une bagarre entre Alain Soral et un membre du FN. C'est parti en vrille, total. Hein. Ouais, bon d'accord, ok, mais c'est pas grand chose. Bon, on a dit à Dieudonné, trouble à l'ordre public. Donc on l'interdit. Et on n'a jamais dit à Charlie Hebdo, trouble à l'ordre public. Ouais. Pourtant, il y a eu des manifestations dans le monde entier, il y a eu des morts eux-mêmes.
c'est trouble à l'ordre public. Et pourtant, on n'a jamais interdit Charlie Hebdo pour trouble à l'ordre public. C'est des questions que je ne pourrais jamais poser aux hommes politiques car je suis muselé. Bon, Abdel, ce que je te propose, si j'ai l'occasion d'interroger Valls, qui probablement va arriver, je lui poserai peut-être pas avec le phrasé que tu viens d'employer, mais dans un sens un peu différent. Je lui poserai aussi la question. Alors là, venez me dire si je lâche-toi, suis Christophe, bien sûr. Je lui demanderai, alors pas comme ça, mais lui demanderai son changement de position sur le conflit israélo-palestinien. Lorsqu'il était maire d'Evry et depuis à peu près 5-6 ans, à la rencontre d'une femme, probablement, il a changé littéralement de discours sur le sujet. Donc je lui demanderai pourquoi ce changement. J'aurai l'occasion, j'espère en tout cas, de le faire. Sachez, mesdames, messieurs, que les invitations vont être lancées à tous ceux qui vont se présenter à la présidentielle, à l'exception d'une que je refuse moi d'interroger. En tout cas, je le ferai pas. C'est Marine Le Pen. Voilà. Pour le reste, aucun souci. Très bonne initiative, Christophe. Je le ferai et je pense et j'espère, j'ose imaginer que ces politiques aussi ont des choses à dire à cette communauté et peut-être leur parler, les rassurer ou je sais pas. Et sur la condamnation de Monsieur Bush et de Monsieur Tony Blair. Ouais, t'inquiète pas, Abdel. T'inquiète pas, Abdel. S'il oublie, on lui rappellera. Ouais, t'inquiète pas. J'ai beaucoup de gens pour me le rappeler. Merci, Abdel, en tout cas, de ton appel. À très vite. Allez, dans un instant, on va continuer des sujets de discussion. On va parler politique avec vous, messieurs, dames. 01 40 33 9000. C'est le numéro de téléphone. Vous connaissez. C'est le grand forum. C'est la liberté, bien sûr, qui s'exerce ici au quotidien dans cette émission. La bienséance et surtout on essaie de discuter pour essayer de faire avancer les choses. C'est un peu le but quand même. Donc on ne lâche rien. Exact. On ne lâche rien. C'est le grand forum, c'est votre talk de fin d'après-midi. Merci messieurs dames d'être avec nous, de plus en plus d'ailleurs, à nous rejoindre et nous écouter. On vous salue et vous remercie pour votre fidélité. Vous avez plus que jamais la parole dans cette émission. Le numéro est gratos, donc vous pouvez nous appeler bien sûr. Profitez-en. 01 40 33 9000, 01 40 90. Non, n'importe quoi. 01 40 33 90 00. Voilà. Pour ceux et celles qui souhaitent nous appeler aussi de l'étranger, ceux qu'on nous sollicite pas mal via les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas aussi à prendre la parole, nous appeler. On vous salue où que vous soyez d'ailleurs dans le monde. Alors Jean-Marc qui souhaitait réagir, qui est avec nous, expert immobilier, accompagné de Hakim Ral aujourd'hui, qui souhaitait réagir à l'avis tranché de notre ami Hakim. Sur l'émancipation politique. L'émancipation politique, absolument. Des citoyens français confession musulmane. Ce que je pense, c'est que forcément, il faut qu'il y ait aussi instigué la naissance de diverses partis, mais il faut savoir on a une machine, la machine des partis qui est en marche, et forcément qu'il y aura pour but d'écraser ces petits partis ou de chercher une alliance avec ces partis. Mais il serait aussi très intéressant et indispensable que les gens, certains citoyens qui ont vocation, justement, s'investissent dans les partis existants. Sachant qu'on a aujourd'hui, on est dominé par un parti socialiste, un parti républicain. Toutefois, néanmoins, la politique proposée, on ne peut pas faire grande différence entre les deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir concrètement en regardant un programme qui est vraiment de gauche, qui est vraiment de droite. Je pense qu'aujourd'hui... un peu quand même, on a des indications quand même, Fillon, on sait que c'est vraiment la droite dure. Hein. C'est la droite dure. Valls aussi. Valls, c'est la droite du parti de la gauche, quoi. Voilà, mais quand on regarde certains programmes, on voit qu'il y a toutefois des similitudes et que les programmes sont faits surtout par opportunisme plus que pour servir l'intérêt général. Et donc le citoyen, toi tu dis qu'il faut investir le système, il faut aller investir les mastodontes des partis politiques. Quand tu dis ça... pas que ça, il en faut. Voilà, ça existe déjà et il y a des gens français issus de la diversité qui investissent les partis. D'ailleurs on l'a très bien vu dans l'arrière-plan du discours de candidature de Valls, c'était rigolo pour dire que ça. Mais en fait ce qui est proposé pour les citoyens, moi je parle des citoyens de confession musulmane qui sont censés s'attaquer, c'est qu'ils font quasiment plus de 80% de l'actualité quand on parle on veut pointer des gens du doigt, c'est bien l'islam ou les musulmans. Ouais, mais en réponse ils ne répondent pas forcément, les musulmans, dans le sens où ils vont pas voter. Il faut moi ce que je parle c'est au-delà du vote encore, il faut une vote c'est le b.a.-ba mais c'est d'investir le champ politique par la création de partis politiques. Quand tu dis ça, j'entends bien Jean-Marc, mais regarde au niveau des élections locales, au niveau des municipales, il y a beaucoup de listes citoyennes indépendantes des partis qui
qui montent. Tout à fait d'accord, mais il ne faut pas abandonner ces citoyens qui s'investissent aussi dans les différents partis existants. Ça fait partie aussi du combat. Et tu fais quoi de Macron? Il a abandonné le Parti socialiste. On peut pas. Non, il a jamais été au Parti socialiste. Macron. Il a abandonné le gouvernement. Oui, il a abandonné parce qu'il était en accord et parce qu'il avait une et il a fait son parti ou pas? Il a fait son parti ou pas? Mouvement. Et alors, c'est un citoyen comme un autre? Ouais. Alors, on n'est pas capable de faire ça. Peut-être. Il faut. Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Voilà, c'est la question qu'on pose. Il faut, et heureusement qu'il y en a qui l'ont fait. Il y aura forcément nécessité de le faire pour faire entendre sa voix. C'est clair, mais il en va de l'émancipation des citoyens français. On rentre dans un jeu politique et ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui sont à la tête de ces différents partis devront faire preuve d'une certaine rectitude et on risque d'avoir le problème où il va y avoir forcément des achats. Non, mais il y a des garde-fous de toute façon. Et quand on parle de politique, on parle pas simplement de parti, on parle de rentrer à l'Assemblée nationale. Mais rentrer à l'Assemblée nationale, on parle de ça, les amis. Faudra forcément, même faisant partie de la société civile, forcément, on sera adoubé par un parti d'une manière ou d'une autre. Sinon, aujourd'hui, ça paraît difficile pour le reste. Ouais. Nordine qui nous appelle d'Orléans. Salut Nordine. Salut Nordine. Nordine, es-tu là? Salut Nordine. Réveille-toi mon ami. Allô. Oui Nordine, bienvenue. Je suis là. Bienvenue à toi Nordine. Qu'est-ce qui se passe? Je voudrais donner un petit peu mon avis. On t'écoute Nordine, vas-y. Ce qui concerne Jérôme Cahuzac, c'est un arbre qu'il faut couper, mais le problème c'est que l'arbre il cache pas la forêt, quoi. Et du coup, moi je vois une injustice incroyable en France. Même dans le haut niveau, il y a une injustice, il y a une justice à double vitesse, je veux dire. C'est-à-dire, il y en a qui payent, il y en a qui payent pas, alors qu'ils ont fait la même bêtise, quoi. Ouais. Donc voilà, il y a une justice à double vitesse, dans tous les domaines, quoi, dans tous les domaines. Mais bon, ça, moi, à mon avis, ça a été préparé depuis longtemps, tout ça. Et maintenant, ils cernent tout. Il y a des gens qui sont dans l'ombre, ils cernent tout. Ils ont commencé le boulot, ça fait longtemps. Moi, j'ai entendu votre invité, votre collègue qui parlait, il faut faire ça, il faut faire ça. Oui, c'est vrai, mais bon, c'est un travail qui date. Hein. S'ils sont arrivés à dominer, ils sont pas commencés hier à faire ça. Ça fait très très longtemps et dans l'obscurité. Et puis voilà, maintenant ils sont dans la lumière. Et puis voilà, ils disent ce qu'ils. Merci Nordine pour ton avis en tout cas. Merci à toi du côté d'Orléans. Samir aussi est avec nous. Salut Samir. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait uniquement que 20 minutes que je vous écoute, donc je suis un peu désolé, je vous ai pris en cours. Ouais. Moi je voulais en fait rebondir sur les propos que j'ai entendus de la part de votre invité. Ouais. Déjà d'une part dire que moi les partis qui défendent une identité musulmane, moi ne m'intéressent pas du tout. Je considère que on peut défendre à un moment donné le faible, à un moment donné défendre les inégalités, tout ça, et de surcroît défendre une liberté de culte ou quelque chose. Mais les partis qui se revendiquent musulmans, chrétiens, juifs, tout ça, je ne voterai jamais pour eux. Voilà. Parce que pour moi, c'est pas un programme. On fonde pas un programme sur une religion. Qu'est-ce que tu réponds à ça, Hakim? Je réponds qu'il a le droit de penser cela, et je l'invite à lire les programmes politiques du parti politique français et musulman qui se définit comme un parti laïque et républicain, tout simplement. Maintenant, le nom, attends, justement, le nom, je suis en train de répondre. Oui, tu penses bien, cher Samir, que ceux qui ont mis au point ce parti politique l'ont fait à bon escient et l'ont fait exprès. C'est peut-être un clin d'œil à la communauté musulmane, mais moi, en tout cas, chez moi, ça marche pas, quoi. Je conçois tout à fait, Samir, que vous puissiez dire que vous ne voulez pas aller sous le fait que ce soit une étiquette musulmane. Bon. Ou une autre religion, il a dit, pas seulement une autre religion, ouais. Où je conçois tout à fait. Mais il faut quand même un travail à ce niveau. Il faut pas que ça, bien sûr. Après, chacun est libre de choisir pour qui il vote pas ou pas. Mais c'est aussi un moyen de se faire entendre. C'est aussi un moyen de porter un message. Parce que si on ne fait rien, on n'aura rien. Ouais. Mais ça veut pas dire que c'est la solution. Après le lynchage médiatique, il faut s'attendre C'est pas la solution, Nordine. C'est une possibilité. Je voudrais juste dire quelque chose et terminer par ça. Vas-y, Samir.
qu'on pose dans cette radio ou ailleurs des choses, il y a des problèmes, certes. En même temps, on vit pas non plus dans un pays, je veux dire, hyper islamophobe, tout ça. Je veux dire, il y a des mosquées, il y a des bibliothèques, il y a des piscines, il y a ce qu'on veut. Je veux dire, il y a la liberté de culte. Donc, à un moment donné, il faut pas se victimiser. Il y a un racisme d'État, cher Samir. Hein. Même s'il y a des problèmes. Il y a un racisme d'État avéré. Hein. Il y a des lois, il y a des décrets pour empêcher les citoyens. On crie pas non plus. Je veux dire, voilà, on n'est pas en Arabie Saoudite où on permet pas aux chrétiens, par exemple, Et je suis musulman, hein. Je le dis, quoi. Je veux dire, mais bon, on n'est pas obligé de parler de l'Arabie Saoudite pour à un moment donné parler de la France. Donc, mon mea culpa. Ouais, ce que je veux dire par là, ce que je veux dire par là, et c'est la dernière chose que je vais dire, c'est que moi, parce que je suis musulman moi-même, mais je suis français musulman français, je sais pas dans quel ordre faut le dire, mais comme le parti en fait. Ce que j'invite à faire, moi en tout cas, autour de moi, avec mes proches, c'est d'avoir un bon comportement. Je veux dire, dans la société, avec les gens, en entreprise, dans le but de laisser la place à une vieille, d'être vraiment quelqu'un. Et si on me pose une question sur l'islam, à ce moment-là, je répondrai. Mais ce que je veux dire par là, c'est le faire passer une bonne image de notre communauté, si tant est qu'il y ait une communauté homogène, c'est être bien. Il suffit juste d'être bien tous les jours. Et malheureusement, il y a des fois où je veux dire, voilà quoi. C'est pas l'image qu'on offre n'est pas non plus. J'avoue que je souscris avec les valeurs. Si je peux répondre, Christophe, je souscris quand même pas mal à tes propos, Samir. Hein. Samir, si je peux te répondre, en fait, dans mon avis tout à l'heure, ce que je disais, ça ressemble très clairement il y a une réponse en fait à ce que tu dis, parce que tu dis, j'attends qu'on me pose la question pour répondre quelque chose. Or, ce que je disais, donc il y a deux options. Soit on laisse venir et on laisse continuer plutôt le lynchage à l'encontre des musulmans, et à ce moment-là, on va réagir à ce qui nous a servi. Soit on agit pour récolter ce qui nous émancipera. Il y a deux comportements, il y a deux voies en fait. Soit on propose. Moi je pense, si tu permets, qu'il faut être une force de proposition. Démontrer plus que jamais que l'islam c'est la paix, c'est la miséricorde. Expliquer pourquoi Napoléon il est parti jusqu'en Égypte pour fonder le code pénal et le code civil français. Expliquer que quand il y a moins de 2 mois, ils ont voulu faire un parking pour un centre commercial à Montpellier, ils ont découvert des tombes de musulmans. Et donc, elles sont pas venues là par hasard. Donc, la présence musulmane, elle existe. Réexpliquer l'histoire, se réapproprier l'histoire de France. D'accord, est une force de proposition, et il y a des programmes, par exemple, si on parle de politique, il y a des termes en termes d'écologie, de santé, de travail, de logement, de liberté. Monsieur, parce que vous parlez beaucoup, vous avez toute l'émission pour parler. Je vais juste en placer une dernièrement. Je vous écoute attentivement. Hein. C'est hyper intéressant ce que vous dites. Mais d'ailleurs, Narbonne, ça veut dire Narbouna. C'est un mot arabe, Narbonne. Donc il y avait une présence musulmane avant. Mais moi, ma voisine dans mon immeuble, je vais pas lui faire un cours d'histoire sur Napoléon. Vous voyez, je vais juste je vais frapper à sa porte pendant l'Aïd, je vais lui donner des gâteaux, je vais être bien avec elle, je vais lui dire bonjour, et je vais à un moment donné l'aider. C'est dans les actes quotidiens. Il n'y a pas besoin de sortir l'histoire de Napoléon. Vous voyez, je suis d'accord avec Samir, je suis d'accord avec vous, mais en fait ça c'est un autre niveau. Les voisins, généralement les Français entre eux ne s'attaquent pas, ou du moins les voisins, les commerçants, n'attaquent pas les musulmans en les pointant du doigt comme ça. Non. Les attaques dont nous parlons, c'est les médias, c'est les hommes politiques, c'est les discours politiques qui, pour aller récolter de voix, vont aller parler de double ration de frites si vous mangez pas de jambon. Et ça marche, hein, parce que c'est ça la question. Il a fait un livre hyper islamophobe et il a gagné énormément de points. Hein. Donc la question, elle est une réponse politique. Ouais. Alors, juste, un dernier mot, Samir. Oui. C'est vrai qu'il y a des débats fois sur le féminisme sans femmes. Des fois, il y a des débats à la télé sur BFM sur l'islam sans musulmans. Oui. Donc l'idée, c'est en tout cas de participer déjà tout à fait ces débats même. Oui, absolument. Et ben c'est ça. Engagez-vous et chacun, parce que tout à l'heure Abdel me disait, j'ai oublié de reprendre, me disait, mais nous on peut rien faire, on peut pas interpeller les politiques. Faux. Bien sûr, c'est faux. Vous avez aujourd'hui cette magnifique opportunité qu'offre Twitter, par exemple. D'ailleurs, si j'en profite pour dire, si vous voulez nous envoyer des petits trucs sur Twitter avec le hashtag LGF, d'interpeller directement Manuel Valls. Moi, ce que j'ai fait ce matin, en guise d'humour d'ailleurs, j'ai dit, est-ce que le code de Matignon, c'est le 49.3 ? Bon, il m'a jamais répondu. En tout cas, voilà, on peut les interpeller. C'est lu, donc n'hésitez pas. Oui, Samir. Oui. Tu m'entends ? Alors,
sur Twitter, moi j'y suis et j'y suis assez présent. Tu sais, hier il y a eu Benzema qui à un moment donné a été déclaré comme un patriote fiscal. Oui. Et moi-même j'ai tweeté en disant que Welbeck, ça faisait 10 ans qu'il était exilé fiscal en Irlande et que Benzema avait fait le choix de payer ses impôts en France alors qu'il avait la possibilité de payer en Espagne. Exact. Ça a été tweeté plus d'une trentaine de fois. Et j'ai ben dit voilà. qui est des deux le plus patriote, Welbeck ou Benzema. Ça a été tweeté plus d'une trentaine de fois. Donc oui, il faut à un moment donné investir les réseaux sociaux, je suis entièrement d'accord. Voilà, merci Samir en tout cas, Merci, et reste à l'écoute et sois là en tout cas. Merci Samir. On fait partie de ce changement qui est pas pour qui est pour maintenant d'ailleurs. C'est à vous de jouer, à nous de faire les choses. 01 40 33 9000 bien sûr sur France Maghreb 2. Tu sais Hakim, je vais te dire un truc. Toi tu es un grand défenseur de ces partis à consonance musulmane. Non, oui, enfin. Bah si, assume-le. Oui, mais c'est pas voilà. grand. Oui, mais je vais te dire, pour en avoir reçu quelques-uns ici, ceux que tu as cités en tout cas, et pour avoir écouté les auditeurs. J'en ai cité 3, Christophe. Pour avoir écouté les auditeurs échanger avec ces responsables politiques. Les auditeurs qui sont pour la plupart, mais pas seulement musulmans de cette radio, ont été très gênés par le mot musulman dans un parti politique. C'est normal, c'est fait exprès. Pour certains, c'est pas concevable de mélanger la religion et la politique. Alors, si tant est qu'ils viennent nous expliquer que c'est tout à fait laïque, etc., mais ils le font sciemment quand ils mettent le mot musulman dans le nom du parti. La réponse est très simple. Sauf que ça ne marche pas parce que les musulmans ne veulent pas. Non, alors non, pas forcément. C'est pas que les citoyens. La majorité des citoyens non, ne veulent pas. non, il n'y a pas de statistiques à ce sujet-là. Les statistiques que j'ai, c'est les auditeurs, c'est le poumon, c'est le peuple, mon ami Hakim. Attends. Alors, ceux qui mêlent religion et politique, comme tu es en train de dire, religion et politique, ça fait pas bon ménage. C'est clair. Mais j'espère que vous plaisantez là avec ces réflexions. Et Fillon. Bayrou, il est pas à l'église le jour de. Si je puis. Et Sarkozy quand il parle des musulmans à longueur de journée. Et Mélenchon et sa vision sur la femme. Si tu permets, Hakim. Musulmane. Vous êtes sérieux? Si tu permets, Hakim, on peut comprendre que c'est vrai. Qui dit musulman dit religion. Bon, c'est vrai que on peut. Les auditeurs peuvent toutefois être choqués. Oui, c'est un réflexe. Par le fait qu'il y ait pour eux un mélange entre la politique, les affaires de la vie courante et la religion qui relève de la sphère privée, strictement privée. Ça peut se comprendre, c'est tout à fait légitime. Mais c'est aussi un moyen, un porte-parole, un porte-voix aussi. Et ce n'est pas l'essentiel. Il s'agit pas de dire que tout le monde doit aller dans ces partis. Non, c'est un moyen, c'est une possibilité aussi éventuelle à ne pas négliger. D'émancipation. Mais ça ne doit pas être l'essentiel et que ce n'est pas une vérité, ce n'est pas la solution. Et ce n'est pas une garantie j'allais dire d'un bon parti avec un bon programme sous prétexte qu'il y a le mot musulman dedans. Certainement pas. Mohamed, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités, aux auditeurs. Et je voudrais juste intervenir pour parler d'islamophobie. Oui. Ça vous dérange pas? Allez, vas-y Mohamed, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Je constate depuis un certain temps que vous parlez beaucoup d'islamophobie. Et bien moi je me suis dit dans ma tête, je ne dois pas comprendre ce terme, parce que quand vous dites islamophobie, je me dis, il y a plus de 2500 lieux de culte en France. Les musulmans pratiquent leur religion tranquillement ici. Elle est où l'islamophobie? Parce que quand je vois dans les pays arabes, quand je vois dans les prêches des imams, même ici, ou en Arabie Saoudite, ou en Tunisie, ou au Maghreb, prêche, on maudit les juifs et les chrétiens, et on maudit en fait tout le monde, tout ça. Je me dis, la France, en tant que pays, en tant que institution, elle est pas mal quand même. Parce que citez-moi un seul pays arabe où il y a 2500 lieux de culte, on va dire chrétiens ou juifs. Juifs, j'en parle même pas. Hakim, vous en connaissez? La réponse elle est simple en fait. Attends, Mohamed. Et quand vous dites aussi, pardonnez-moi cette expression parce que je trouve pas ailleurs. Quand vous essayez de nous vendre les musulmans de France, quand vous dites les musulmans, on voit rien du tout. Moi je vois rien. Il y a rien à vendre. Presque. Non, juste je termine. Juste quand vous dites les musulmans de France, presque il faut aller voter pour ces partis. Mais quelle forme de musulmans? Je vous donne un exemple pour moi, le voile, par exemple, ce n'est pas le 6e donc de l'islam. C'est juste un habit. Or, actuellement, c'est vraiment un porte-drapeau. Vous voyez ce que je veux dire? Cet islam-là, je le rejette, par exemple.
Donc, ce que je constate c'est votre droit, dans le monde arabe et en France, il n'y a qu'une seule vision d'un islam que je vois de plus en plus, c'est un islam salafiste et rigoriste. Si je puis dire quelque chose, je pense que faut pas non plus tomber dans l'exagération inverse. Vous dites que des prêches sont faits partout dans les pays du Maghreb. Non, les pays arabes. Les pays arabes. Pardon, les pays arabes. Il parle pas d'islam, il parle d'arabe. On maudit dans les prêches les chrétiens, les ceci, les cela. Ça, c'est faux. Ça, c'est pas une généralité. Ça existe forcément. Oui. Mais il suffit pas là de venir dire sur une radio que c'est une généralité, que ça se fait partout. On va pas accuser tous les chrétiens d'être membres du Ku Klux Klan. C'est n'importe quoi, faut pas abuser, c'est des excès. J'entends ce que vous dites, je comprends ce que vous dites, je respecte ce que vous dites, c'est un avis. Et oui, lorsque Tony Blair ou Obama on fait la leçon, je crois, où on envoyait des lettres, je sais pas, à la France pour leur dire que c'est ridicule d'avoir interdit le foulard à citoyennes françaises de confession musulmane, alors que nous, en Angleterre, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, c'est pas la même société. Non mais attendez, c'est pas la même culture, Hakim. Mais là tu m'apprends rien du tout. Hein. Ouais, là tu m'apprends rien du tout. Je suis pas là pour. On est en train de parler de liberté. On est en train de parler de liberté individuelle. Ouais. Là, ce qui s'est passé et le monsieur. Bouge pas, Mohamed, tu vas pouvoir finir. T'inquiète. Mohamed. Et donc dans ce qu'il dit, Mohamed, il dit, moi je ne veux pas de cet islam-là, du foulard comme une revendication. Mais non, le foulard. C'est au même titre que chez les autres religions monothéistes. Au moins, ce genre de discours, je commence à l'entendre de plus en plus dans cette communauté, Hakim. Il faut aussi. Oui, c'est simple parce que c'est une, je vais le dire, c'est une propagande médiatique nouvelle à laquelle certains imams plus ou moins, ils appellent ça imams sans mosquée fixe, font la promotion à la télé et dans les livres à dire que le voile de la femme musulmane ne fait pas partie des prescriptions coraniques, ce qui est totalement faux. C'est aller simplement dans un seul sens, c'est effacer l'image des musulmans et rendre le foulard comment non pas religieux. Ne fait pas le moine, Hakim. Mais non, là t'es en train de parler d'autre chose. Ouais. Là ne fait pas le moine. Non, mais là t'es en train de parler d'autre chose. Exactement, comme le parti politique ou le politicien ne fait pas la politique. Chose, mon ami. Le voile, par exemple. Mais là on est en train de parler en tant que prescription. Oui, et le discours. Ça, par contre, prescription, j'en sais rien. Je ne m'aventurerai pas sur ce terrain. Aujourd'hui, c'est nouveau. Il y en a qui s'aventurent facilement. C'est nouveau comme discours de dire que le foulard il n'existe pas dans le Coran. Combien de personnes parlent du Coran sans jamais l'avoir ouvert? Non mais là ce dont je parle c'est pas n'importe qui. Là non, ce dont non, mais c'est pas ça, c'est qu'en plus le Coran, c'est des gens qui se disent il y a imams. des gens qui doivent, comme dit Bajrafil, doivent quand même avoir un minimum de connaissances pour parler du Coran, pour il faut comprendre. Là ça il faut le dire. Je n'ai pas moi personnellement, donc je m'aventurerai pas sur ce terrain. Par contre, je te dis que l'habit ne fait pas le moine. Oui, mais quand tu vois une femme qui apporte le voile, elle est pas plus musulmane qu'une femme qui ne porte pas. On parle pas de ça, c'est autre. Là tu es en train de juger la personne. Non, je juge pas, je constate. Si tu dis qu'elle fait pas le moine, l'habit ne fait pas le moine. Moi c'est pas ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant ici, c'est de pointer du doigt toutes les femmes, les citoyennes françaises de confession musulmane qui ont fait le choix libre de se vêtir. Ouais. D'accord, c'est ça la question. Ne mélangeons pas tout, ne faisons pas de l'amalgame. Non, mais aujourd'hui, vous nous dites, et à juste titre, peut-être d'ailleurs que c'est une prescription, pardon, pour toutes les femmes. Ouais, c'est sûr même. Voilà. Là n'est pas le débat. Là n'est pas le débat. Là n'est pas le débat. Comprenez, vous n'avez pas compris ce que je veux dire. On a une personne qui dit, moi, je vois pas où il y a l'islamophobie, etc., etc. C'est son droit, c'est son vécu. Mais justement, je suis en train de répondre. Je pense qu'il faut le respecter. Néanmoins, il n'empêche que qu'on ait envie de faire des partis à consonance musulmane et tout, etc. Je ne vois rien contre puisqu'on est en démocratie. Pourquoi pas? Tout simplement. Alors, quand on dit il n'y a pas d'islamophobie en France, c'est faux. Il y a suffisamment de rapports qui ont été présentés devant la Ligue internationale de défense des droits de l'homme. Il y a suffisamment de rapports qui ont été édités par le CCIF, par la LDH. On a ici notre collègue et chroniqueur Yasser Louati qui a suffisamment parlé et développé des conférences, même à l'international, sur l'islamophobie d'État. Où commence l'islamophobie? Où commence l'islamophobie? Qu'est-ce que c'est vraiment l'islamophobie? Ah bah ça, faut aller voir la définition de l'UNESCO. Il y a toutes ces questions. C'est la peur de l'islam. C'est pas la peur. Non, c'est la peur de l'islam. Non, ça c'est le stricto sensu. Bah oui, mais justement, peut-être que le terme n'est pas forcément adéquat, justement. Non, parce que le terme antisémite, il était déjà pris. Oui, mais antisémite, en plus, bon. C'est sémite. Arrêtez de mélanger les sémites. Non, mélange pas tout, Hakim, attends. Non, si. Antisémite, c'est contre les sémites. C'est du racisme, c'est de
la xénophobie et c'est le rejet des personnes à l'égard de leur confession. Phobie, ça veut bien dire peur, on est d'accord. Oui, mais c'est comme homophobie, c'est comme négrophobie, c'est déjà acté ça dans la langue française. Le rejet fait partie de l'être humain. D'un quartier à un autre, ce qui est condamné, c'est le racisme. Il y a déjà des discriminations entre les gens. Tu habites dans ce quartier, t'es moins bien, t'habites dans cet arrondissement, t'es moins bien. Ça, c'est dans la nature humaine, au jour d'aujourd'hui. Jean-Marc et Hakim, moi, tout ça pour en venir où? C'est que aujourd'hui, je pointe du doigt un problème dans ce pays. Vous parlez-vous d'islamophobie, d'autres parlent d'antisémitisme, mais est-ce qu'il n'y a pas un mot qui rassemblerait tout le monde? Non, mais c'est le racisme. Le racisme. Oui, mais stop à ce genre d'amalgame. Et à essayer de. Non, attends, laisse-moi finir. Hiérarchiser le racisme le plus embêtant, le plus gênant, par rapport à un autre. Non, top. Que tu sois quelqu'un qui t'en prend aux juifs ou à la religion musulmane ou je ne sais à quoi d'ailleurs. Eh bien, tu es raciste. Faux, parce que l'islam n'est pas une race. Parce que l'islam n'est pas une race. Et ça, mais c'est Fillon. Quand Fillon il fait son discours là, le dernier discours qu'il a fait il y a qu'une sur race, les communautés. c'est la race humaine. Non mais oui, mais voilà, il y en a pas de 10 races, il y a qu'une. Oui. Bon, ça c'est déjà une chose. Mais là, c'est en raison de son caractère religieux. L'expression de la différence, c'est-à-dire à partir du moment est différent de nous, de par sa foi, de par sa religion, de par sa couleur de peau. On le rejette. Maintenant, il faut savoir, si on dit que le racisme doit englober tout, ça doit même englober ce qui toucherait les orientations sexuelles différentes. C'est là où aussi ou pour les personnes handicapées aussi. Voilà, c'est là où peut venir le problème. Bon, allez, on en reparle dans un instant avec vous au 01 40 33 9000. Je suis contre la hiérarchisation, moi, cher ami Hakim. Mais il faut que tu ailles parler à Fillon et toute la classe. Mais je m'en fous de Fillon, moi. On est là, on parle au peuple. Nous, Fillon, il est là pour essayer de convaincre le peuple. Et les auditeurs disent qu'il n'y a pas d'islamophobie en France. Non, certains le disent. Le grand forum, votre talk de fin d'après-midi avec Hakim Ral qui est avec nous aujourd'hui et Jean-Marc, expert immobilier, qui sont là pour décortiquer avec nous l'actualité. On débat, on échange. C'est parfois des débats. On essaye, Christophe. On essaye. Voilà. Avec Walid aussi qui est avec nous. Salut Walid. Salut, ça va. Walid, tu nous appelles d'où? Comme salam, salut Walid. Je m'appelle de Paris. De Paris, Paname. Bienvenue à toi. T'es père ou impair, toi? Moi je suis VTC, donc j'ai le droit de rouler. Ah, très bien. Ok, très bien. Bah écoute, bienvenue à toi monsieur le VTC. Alors on t'écoute, qu'est-ce qui se passe? Merci, c'est gentil. Bah moi je vous appelle, c'était suite au monsieur là qui vient de parler juste avant moi là, Mohamed. Oui. Qui disait qu'il n'y avait pas d'islamophobie en France. Bah moi ce que je voudrais lui dire en fait c'est qu'il sort de son monde. Et que ça ne m'étonne pas qu'il dise qu'il n'y a pas d'islamophobie avec les discours qu'il tient, en disant par exemple que le voile n'est pas une obligation en islam et que ça n'a rien à voir avec l'islam. Donc moi ça m'étonne pas en fait qu'il ressente pas l'islamophobie. Moi aujourd'hui je peux dire qu'il y a de l'islamophobie. Pourquoi? Parce que moi aujourd'hui j'ai un bac plus 2, j'ai une licence en commerce, et aujourd'hui bah voilà je trouve pas de travail donc je me retrouve à faire VTC. Tu cherches dans quoi? C'est quoi ton domaine? Le point que je voulais dire c'est que moi il y a un truc vraiment qui me dérange énormément, que ce soit au niveau des imams ou de toutes les personnes qui parlent en notre nom, au nom des musulmans, et qui sortent en fait qui en gros disent qu'il faut que l'islam s'adapte à la société d'aujourd'hui. Mais moi je pense que c'est pas possible. Car la religion, l'islam c'est l'islam, on peut pas le modifier, on peut pas le remplacer. Allah subhanahu et son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ont prescrit des choses, on les respecte ou on les respecte pas tout simplement. Et à partir du moment où on accepte ce qui est dans le Coran, dans la Sunna, dans les hadiths, tout ce que le prophète a dit, tout ce que les messagers ont dit, bah voilà, on peut pas. Alors je vais te poser une question. On peut les accepter. On peut faire en sorte, des fois, si on peut éviter une chose, on l'évite, mais sinon on accepte. C'est ça être musulman. Walid, je te pose une question. Oui. Est-ce que c'est compatible avec la société d'aujourd'hui, la société française? Oui. Oui, donc un musulman peut très bien vivre dans la société française avec les règles que cela implique. Bah encore heureux. Non, mais je pose la question parce que quand j'écoute Walid, moi ça m'interpelle. Je te donne une réponse, bien sûr qu'on peut. Walid, on peut? On peut, mais c'est assez compliqué. Après, en quoi, je suis pas un imam, je suis pas un savant. Après, non, mais en quoi c'est compliqué? Quand on est dans un pays qui n'est pas musulman, ceci, cela. Ouais. Mais comme un exemple par rapport au voile, le voile pour moi, comment j'ai appris, comment je... Mais toi, le voile, t'es pas concerné, t'es pas une femme. À part ça, moi, toi en tant qu'homme. Si porte le voile et qu'elle se fasse agresser, qu'on lui retire le voile de force, bah pour moi, on peut pas vivre tranquillement en France. Un musulman peut pas être
tranquille en France. Mais justement, Walid, bonsoir, c'est Hakim. Et merci pour ton intervention. Ta femme, si un jour elle est victime d'un acte anti-musulman, donc ça s'appelle de l'islamophobie, c'est reconnu comme tel par la terminologie à l'UNESCO et dans le monde, il y a des lois en France, et parce que la France est un très beau pays, qui a une très belle façon de gérer les relations interpersonnelles entre les citoyens. Et c'est d'ailleurs ça qui fait la démocratie, c'est aux citoyens de s'organiser afin de s'émanciper, d'accord? Eh bien, il y a des lois pour que ta femme, elle se défende, ça sera une agression. D'ailleurs, j'en profite ici pour dire que quasiment tous les procès et les affaires qu'ont tenu le CCIF, ils les ont gagnés. Voilà, vous êtes victime d'une... Un exemple tout simple, le Burkini. Donc, et ça, c'est la France qui le permet. Et c'est le Burkini, mais par contre, c'est l'État qui met des amendes aux femmes qui le portent. Tu parles du... Non, il n'y a pas d'amende pour le Burkini. Non, tu confonds entre le burkini et le niqab là. Non, le burkini, il y a eu des amendes. Bien sûr. Non, le burkini, c'est des décrets de maire. Oui, voilà. Mais ça a été cassé par le Conseil d'État. Certains ont été cassés. Ça a été cassé par le Conseil d'État. Oui. Et ça, c'est justement grâce au jeu démocratique français. Ouais. Oui, certes, ça a été cassé, mais il y a quand même eu un traumatisme pour ces femmes. Il y a quand même eu une agression. Alors, le traumatisme. Elles n'ont pas été indemnisées par rapport au traumatisme. Alors, cher Walid, le plus grand traumatisme, tu sais, si je puis me permettre, à mon sens, c'est quoi? C'est le fait de se laisser traumatiser. C'est le fait de ne rien faire pour proposer, pour prendre les devants. C'est le fait d'être tout le temps dans une réaction et d'attendre que ça se passe. Oui, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est grave. En fait, je vais vous dire une chose. Je vous entends souvent en fait dire allez voter, allez faire ceci, allez faire cela. Oui. Moi, personnellement, à l'échelle, aujourd'hui, à l'échelle dans le monde dans lequel je vis, en fait, que j'aille voter, que j'aille pas voter, ça n'affecte rien, ma vie, ça change rien. J'ai toujours le même travail, je touche toujours le même salaire. D'accord. Mes impôts, ils changent pas, il n'y a rien qui change Chacun pour moi. pour soi, et les agressions ou les discriminations, elles sont toujours pareilles. D'accord. Il n'y a vraiment rien qui change. Okay. Alors, et je me dis qu'aujourd'hui, dans quelques années, je vais vieillir, je vais mourir, mes enfants, ils vont être là, ils vont vieillir, ils vont mourir, et ça va être la même chose, ça va jamais changer. Non. Bravo. Aujourd'hui, il y en a plein qui peuvent dire ouais. Comment tu peux dire bravo à ça? Justement, non mais bravo parce qu'il a. Non mais j'ai pas terminé. Non, c'est une réalité. Non mais parce qu'il m'a coupé. Il faut se battre dans la vie. Non mais bravo pour le fait d'avoir évoqué l'avenir de tes enfants. Bravo pour avoir pensé que la France c'est ton pays et c'est le pays de tes enfants. Par contre, et pas bravo, pas bravo pour cet esprit défaitiste. C'est comme par exemple, on disait, ouais, allez tous voter, on s'est tous mobilisés, on a tous pour la gauche, on a voté pour Hollande. Mais Hollande, qu'est-ce qu'il a fait? Je suis pas. Non, on a voté contre Sarkozy. On a voté contre Sarkozy. Il a autorisé le mariage homosexuel. Bah, c'est une liberté, il a le droit de le faire. Il y a la théorie des genres. Et moi, aujourd'hui, franchement, pour mes enfants, j'ai une fille qui a 15 mois, là, j'attends un garçon dans quelques semaines. Oui. Et je me dis, quand il va arriver à l'école, et on va lui parler de la théorie des genres, et lui dire que un garçon avec un garçon, c'est normal, une fille avec une fille, c'est normal. Bah, moi, franchement, ça me fait peur. Non, mais attends, là, tu confonds deux choses. Là, t'es en train de confondre la liberté des citoyens homosexuels avec la théorie du genre qui est là présente depuis plusieurs dizaines d'années en Europe, en Suisse, qui a voyagé aux États-Unis, qui va être qui est en train de revenir en France. Oui, et t'es en train de j'ai grandi en France, on m'a jamais dit ça à l'école. Attends, à l'école, j'étais jusqu'en fac, on m'a jamais parlé de théorie. On peut pas répondre, tu dis beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'on a fait en sorte que le fait d'aller voter Hollande, parce que tout le monde, c'était la motivation pour tous les musulmans, aller voter en masse, en masse. Aujourd'hui, voilà. Ok, Walid. D'accord. Walid. Laisse répondre. Laisse Hakim te répondre. Alors là, t'as parlé du vote, de l'homosexualité, de la théorie du genre. Alors, oui, il faut voter. Oui, voter, c'est la règle démocratique qui fait ou pas le changement. C'est ça qui participe à l'émancipation des citoyens français, quelle que soit leur pensée philosophique, leur religion. Oui, le vote, ça permet c'est une voix. Comme Fillon, Sarkozy, Manuel Valls, François Hollande représentent une voix lorsqu'ils vont voter, eh bien Christophe, Walid, Hakim, Jean-Marc, Amine représentent une voix aussi quand ils vont voter. Ça, c'est une règle démocratique. Maintenant, bien évidemment, c'est à ceux qui sont le plus organisés, ceux qui ont organisé le plus la démocratie, ceux qui sont au sein des partis, qui se rencontrent, qui discutent, qui font des débats, qui font des meetings, qui écrivent, qui produisent. C'est bien sûr, c'est à ceux qui sont le plus organisés que les idées vont clore et faire débat dans la société. Mais si tu es toujours en retrait, tu veux pas voter, tu reconnais pas là où tu es, finalement tu vas vivre dans une contradiction avec toi-même. Moi, et là où j'ai dit bravo tout à l'heure, c'est pas bravo dans le fait de s'effacer, de se marginaliser, pas du tout. C'est le fait de penser à tes enfants qui sont des Français et qu'est-ce que tu vas leur laisser comme avenir. Eh bien, l'avenir se construit au présent. Le fait de dire ce que tu as à dire, pas dans un schéma de réaction, mais dire ce que tu as à dire
dans un schéma de proposition, c'est là où est toute la différence. Et concernant le vote pour Hollande, je me rappelle personnellement, on avait voté contre Sarkozy. Ensuite, la loi sur le mariage pour tous, ça, il y a eu un jeu démocratique, il y a eu des manifestations, la majorité politique a été élue, elle a fait pression pour faire passer cette loi. Bien évidemment, en face, la droite était plutôt contre, il y a eu des manifestations. C'est une promesse électorale qui a été tenue toutefois. Voilà, donc ça c'est un jeu démocratique. Alors sachez que quand vous avez voté pour cette personne, quand vous avez voté pour cette personne, vous avez voté pour ça. Mais aujourd'hui, la gauche a fait plus de mal aux musulmans que la droite. Walid. Non, c'est les musulmans qui font du mal à eux-mêmes. Walid. Non, moi, après, par rapport à ça, je veux pas voir sur le long terme. On peut dire que j'ai un discours assez compliqué, assez intégriste, ceci, cela, mais non, pas du tout. Moi, comme par exemple les attentats qu'il y a eu, ceci, cela, je suis pas d'accord avec ce qui s'est passé. Mais après, je suis un être humain, et je peux dire que je comprends. Parce que moi, si demain, je vis en Syrie, et qu'on bombarde la famille, qu'on tue toute la famille, bah, la seule qui sera dans ma tête, sauf que t'oublies un élément important. Walid, t'oublies un élément hyper important. C'est que c'est pas des Syriens qui ont fait ça. C'est pas des Syriens. Ce sont des gens qui connaissent même pas d'ailleurs la situation politique de la Syrie. Ce sont des gens qui sont partis en Syrie sans savoir même pas pourquoi ils sont partis là-bas. Ils sont fanatisés, radicalisés, tout ce que tu veux. Ils sont fait manipuler. Donc ton argument il tiendrait que si c'était des Syriens, mais c'est pas des Syriens qui viennent se faire exploser ici en France. Et en Europe. Au Stade de France, c'était bien des Syriens, ils avaient bien retrouvé des passeports syriens. Non, c'était pas des Syriens. Ce n'était pas des Syriens. C'était des gens étrangers, des Français pour la plupart, des Belges. Mais ils n'étaient pas Syriens, Walid. Faut pas dire n'importe quoi. Walid, la question n'est pas là. Sache une chose, c'est que quand on fait rien, on aboutit à rien. Ça veut dire quoi? Plein de pays qui étaient colonisés, si le peuple n'avait pas manifesté son désir de sortir sur ce protectorat ou cette colonisation, on en serait toujours là. L'Algérie serait toujours un département français, etc. Donc il faut quand même œuvrer, il faut quand même essayer de faire entendre sa voix par des moyens démocratiques. Aujourd'hui, le moyen démocratique qu'on a, c'est essayer d'exprimer ses voix ou de militer dans différentes associations. On n'est pas obligé de faire de la politique. On peut œuvrer dans des associations, on peut faire des choses qui sont utiles. Mais la différence de ce que je dis, Jean-Marc, c'est qu'il faut faire de la politique. Il faut participer à la démocratie locale. Il faut interpeller vos élus. Il faut aller dans les réunions municipales. Il faut aller s'inscrire dans les partis existants. Il faut aller découvrir qu'est-ce qu'ils ont à dire à l'intérieur des partis. Ouais, mais faut pas aller les voir que quand t'as besoin d'un appartement. Faut aussi. On peut faire de la politique. Ça existe ça aussi. On peut faire de la politique sans s'inscrire dans un parti. Non, c'est méprisé. Merci Walid. Merci Walid. En tout cas, de ton avis, à très bientôt. Chaque avis a le droit de s'exprimer évidemment. 01 40 33 9000. Beaucoup d'appels, mais il faut aussi qu'on avance, messieurs. Alors on va parler un peu de ce qui se passe bien sûr dans l'actualité, parce qu'il s'en passe des choses. La politique française, notamment avec en marche de l'hyperactivité de ces 7 derniers jours à gauche, de la renonciation de François Hollande à la candidature de Manuel Valls, jusqu'à la nomination de Bernard Cazeneuve à Matignon. Ces phrases, ces déclarations qui attestent qu'aujourd'hui en politique, certaines choses se disent sans retenue et que l'exclusion est pour certaines formations un programme en soi. Illustration très concrète ce matin avec Marine Le Pen, candidate du Front National à la présidentielle, qui propose ni plus ni moins la fin de la gratuité à l'école pour les enfants étrangers. Proposition formulée lors d'une rencontre avec des sondeurs, avec des journalistes, et qui scandalise le député européen républicain Philippe Jouvin. Je propose d'écouter son étonnement, sa condamnation, et on vous écoutera là-dessus. C'est non seulement fou mais dangereux. Je veux dire par là que ce qui crée justement de l'intégration, c'est l'école, en tout cas si elle fait son travail. Donc le seul moyen d'intégrer les enfants de parents qui viennent de l'extérieur, c'est justement que l'école leur apprenne à aimer la France. Donc autant nous voulons, républicains, être très sévères sur la question des aides sociales, qui doivent être absolument réservées aux Français, aux Européens ou aux étrangers en situation régulière. En revanche, pour l'école, moi je vous dis stop, à force de vouloir faire du buzz, on casserait même ce qui peut nous permettre d'intégrer ceux qui ne sont pas aujourd'hui intégrés. Voilà, ça c'est la réaction d'un député, l'eurodéputé des Républicains, Philippe Jouvin. Autre déclaration, là c'est dans le cadre d'un meeting, Nicolas Dupont-Aignan, candidat de Debout la France à la présidentielle, il propose lui de faire signer un contrat aux imams, contrat en 6 points. En cas contraire, c'est le charter. Fin de citation, autrement dit, l'expulsion. Voilà, encore une fois, la preuve en est donnée, illustration à l'appui, exemple à l'appui.
qu'aujourd'hui c'est à celui qui ira le plus loin dans les propositions qui essaiera de se faire une place, avec toujours en ligne de mire l'étranger, l'immigration, l'islam et compagnie. Ce qu'elle a fait Marine Le Pen, oui. elle c'est ce qu'elle fait depuis toujours, elle le fait très bien, c'est d'aller placer encore une fois au devant de la scène le débat sur l'identité. Parce que on est là dans une course électoraliste à la recherche des voix, et elle sait très bien que François Fillon de la droite allait en train de lui gratter, de lui manger son pain. Donc elle est obligée de surenchérir. Et là, elle va attaquer l'éducation, qui est la base d'une société. C'est-à-dire, l'avenir, c'est forcément les enfants. Donc elle est en train de dire à tous ceux qui n'ont pas la nationalité française mais qui sont résidents ici depuis des années, on va dire ça comme ça, que leur présence dans l'école française n'est pas la bienvenue. Et si vous voulez étudier, vous avez qu'à vous débrouiller. Alors débrouillez-vous avec vos petits moyens. Alors que les gens qui quittent un pays pour venir dans un autre, pour y vivre et pour gagner de l'argent, c'est bien parce qu'ils ont des moyens faibles. Donc c'est du racisme, encore une fois, détourné, voilà, pour pas dire son nom, et toujours pointer du doigt que c'est à la faute des petits écoliers étrangers que la France va mal. C'est du grand n'importe quoi. C'est fait pour des esprits très très faibles et qui peuvent voir en Marine Le Pen la solution à tous leurs problèmes quotidiens. L'école, c'est ça qui va de l'instruction naît la grandeur des nations. J'avais lu ça quelque part. C'est-à-dire, c'est le moment où l'être humain, Paul Éluard, voilà. C'est le moment où l'être humain, il va acquérir toute sa richesse, notamment, bon, bien sûr, au sein de différents lieux de socialisation qu'est sa famille, mais surtout l'école. C'est là il va acquérir les moyens de gérer sa vie plus tard, d'avoir des diplômes, d'avoir un travail, d'avoir une formation. Elle est en train de dire, t'es étranger. T'as pas le droit de l'éducation comme les autres, mais on est dans le délire total. Jean-Marc. Qui aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a un taux d'abstentionnisme assez important. Donc, l'abstentionnisme assez important. C'est après l'âge légal de. Non, mais c'est un taux assez important. Ce que je veux dire par là, c'est que le discours de ces gens-là sont orientés aujourd'hui à ceux qui votent. Et oui. Qui vote, justement, voilà. Qui vote, parce que tous ceux beaucoup de gens renoncent à voter, à exprimer leur voix. Donc la question à se poser, est-ce que ceux qui votent aujourd'hui, ce discours ne les sensibilise pas beaucoup plus à encourager le Parti national qui malheureusement est le premier parti de France. Oui. Voilà. Le discours est dirigé aux gens qui votent. Effectivement, c'est un avis intéressant. Allez, alors, également, sachez que Manuel Valls, qui est donc candidat à la primaire, il a un nouveau concurrent dans la course à l'investiture socialiste. Vincent Payon est en effet candidat à cette primaire selon plusieurs députés. L'ancien ministre donc de l'Éducation nationale rejoindrait donc Manuel Valls, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, Marie-Noëlle Lienemann, Gérard Filoche, Jean-Luc Benamias et François de Rugy. Ça fait 8-9. Ah oui, ça fait quand même pas mal. Donc une candidature qui a fait pas mal réagir d'ailleurs à l'Assemblée nationale. Vincent Payon. 8 au total, donc si on compte bien avec Valls. Est-ce que là on n'est pas quasiment à essayer de construire une équipe de football là dans cette primaire de la gauche? Ce qui est en train de se faire, c'est les primaires de la droite, il y avait 7 candidats, là il y en a un peu plus. Maintenant, ce qui est en train de se faire, c'est d'effriter et de disperser les voix de l'électorat des prochaines primaires qui vont avoir lieu de gauche, et en fait ça va se diviser davantage. Et donc, je suis en train de penser, de me dire, plus ça divise et plus ça fait l'affaire de ceux qui n'étaient pas sûrs d'être, qui sont un peu plus populaires que d'autres. Je me demande pas si ça fait l'affaire de Valls. Plus il y a de candidats, plus c'est intéressant pour Valls. C'est ce que je me dis. Il y a quelque chose là-dedans. Je sais pas. En tout cas, ce que je ressens, c'est qu'à travers toutes ces candidatures, en cas d'élection, on a parmi tous ces gens des premiers ministres potentiels, des ministres avec des portefeuilles importants potentiels. C'est tout ce que je retiens. Ouais. D'accord. Est-ce que vous avez fait votre choix pour la primaire? Ça c'est sûr que c'est anti-Valls. Ça c'est une évidence, et je pense que même une grande partie de la France qui dénigre le quinquennat de François Hollande, forcément en voyant son premier ministre, celui qui a formé le gouvernement, que se présenter, ils vont forcément être contre lui. Ouais. Moi je me dis c'est automatique. Moi je vois ça même comme un suicide politique.
Jean-Marc, comment il peut oser se présenter? Je n'ai pas fait de choix parce que j'ai pas eu le temps de regarder un peu tous les programmes, ce que propose tout le monde. Non, mais en déjà, tout cas, concernant Monsieur Valls, voilà. j'ai de sérieux doutes dans la politique qu'il veut mener, et au niveau social et au niveau économique. Ouais. Donc, pour l'instant, je dirais joker. Très bien. Eh bien, on attend en tout cas de les lire, ces programmes, et aussi de les questionner. C'est politique à la primaire, ça sera fait. En tout cas, on va lancer les invitations, sachez-le. Et on verra, je vous vraiment en toute transparence, vous direz qui refuse, qui accepte. Enfin, qui accepte, vous le saurez. Qui refuse, vous le direz aussi. Pour être tout à fait transparent, vous verrez donc... de la primaire de gauche, tu dis? De la primaire de gauche, voilà. Donc on va tous les contacter, on verra qui va répondre présent ou pas. C'est parti pour les coups de cœur. France Maghreb 2, le coup de cœur. Mon cher Jean-Marc, ton coup de cœur. Alors, ce que j'ai eu comme coup de cœur, c'est par rapport aux élections autrichiennes qui se sont déroulées le 4 décembre, où on avait déjà au mois de mai une première élection qui a été annulée par rapport à une irrégularité électorale, en fait, procédurale, on va dire. Ouais. Et on avait quand même une forte propension à avoir un électeur qui soit issu du fond d'extrême droite, du parti d'extrême droite. Là, on a eu une personne qui a été adoubée par les Verts, mais qui fait pas partie des Verts en fait. C'est un candidat qui n'a pas d'étiquette, mais bon, qui s'est mis sous le couvert des Verts. Ce qui est très bien, c'est que il a fait un peu plus de voix que ce qu'il avait fait au mois de mai. Et une chose très importante, c'est que on avait l'extrême droite qui a surfé, comme se fait en France, sur la couverture sociale, sur le pouvoir d'achat, les dépenses, la défense, etc. L'emploi et tout ce qui s'ensuit. Et notamment aussi du Brexit. Et là, le peuple a été forcément, on va dire, intelligent, s'est manifesté et a fait un bon choix, parce que ça aurait quand même été une... C'est ton coup de cœur, donc. Tout à fait, tout à fait. Et sachant que le président de la République, le président autrichien, en fait, a surtout un rôle protocolaire. C'est surtout le chancelier qui dirige la politique. Bien sûr. Hakim. Mon coup de cœur? Oui. Alors ça va pour Fatou Diomé, dans l'émission de Frédéric Tadei en avril 2015. Donc elle est l'écrivain d'un livre de plusieurs ouvrages, notamment Le ventre de l'Atlantique. Alors dans cet extrait, on va pouvoir apprécier la force d'une femme africaine, sénégalaise, décomplexée, donner la leçon sur l'immigration africaine vers les continents européens et l'avenir de l'Europe, notamment la France. On va écouter donc l'extrait. C'est un fait. Donc le Parti des Verts en Allemagne m'a invité en 2008 par exemple. Il réfléchissait sur l'impossibilité de fournir le même pourcentage de personnes qui partaient à la retraite que de personnes qui rentraient sur le marché de l'emploi. Ça, c'est un fait. Dans un pays comme la France, par exemple, on sait que 40% du taux de natalité est assuré par des populations étrangères. C'est une réalité aussi. Donc maintenant, on est dans une situation où c'est ce que vous dites qui renforce l'extrémisme. Quand vous dites que l'immigration pose un problème, il faut aussi parler des avantages de l'immigration. Parce que moi, quand je travaille en France, je paye mes impôts ici. Donc les étrangers qui sont là, il y a une partie qui peut travailler et envoyer au pays aidé. La majorité paye ses impôts, s'installe dans vos pays, enrichit vos pays. Donc ce sont des citoyens productifs. Après, il faut voir, il y a une minorité qui vient, il y a des morts, certes. Mais je voulais souligner une chose. Le discours que vous avez, il est encore légitime tant que l'Afrique restera muette. Et moi, aujourd'hui, je voulais m'indigner pour le silence de l'Union africaine. Les gens là qui meurent sur les plages, et je mesure mes mots, si c'était des Blancs, la terre entière serait en train de trembler. Ce sont des Noirs et des Arabes. Alors eux, quand ils meurent, ça coûte moins cher. Ici, j'étais venu en 2008 et j'avais dit, l'Union européenne, avec ses flottes de guerre, avec son économie, je vous dis une chose, si on voulait attaquer nos pays ici en Occident, il y aurait des moyens de se défendre. Donc si on voulait sauver les gens dans l'Atlantique, dans la Méditerranée, on le ferait. Parce que les moyens qu'on a mis pour Frontex, on aurait pu les utiliser pour sauver les gens. Mais on attend qu'ils meurent d'abord. On peut peut-être donner les références, mon ami Hakim, parce que malheureusement on n'a plus le temps pour ceux et celles qui souhaitent le regarder, cet extrait sur YouTube par exemple. Sur YouTube, ils tapent Fatou Diomé. Et puis ils auront tout le loisir de choisir parmi ces interventions télévisées.
Très bien. Eh bien voilà, en tout cas, merci Hakim pour ce petit rappel de cette émission qui n'existe plus d'ailleurs à la télé. C'est regrettable. Mais YouTube est là pour ressusciter. Voilà. En vie. Dans un instant, le j'aime ou j'aime pas tout de suite. C'est le grand forum avec monsieur Hakim Ral qui est avec nous et Jean-Marc, expert immobilier, Hakim Ral qui est chef d'entreprise, styliste. T'as toutes les étiquettes, toi, hein, mon ami. Non, Quoi, non bon, arrête n'importe quoi. T'es commerçant, c'est ça, non? Oui. Oui, voilà. Oui, on essaye. Voilà. On a une petite sandwicherie pour les gens s'ils veulent passer nous voir. Vas-y, balance ton adresse. À Duny, les amis, venez, Pizza Fox. Mais c'est pas pour autant qu'il nous l'a fait goûter la pizza. Hein. C'est à Duny. Ouais, mais ça rien ne t'interdit de venir avec une pizza 4 fromages pour nous. Hein. Non, c'est trop loin. Venez, je vous Comment invite. ça, venez? Venez, c'est trop loin. Avec Amine, on est preneurs, nous, pour la pizza 4 fromages. Venez, si vous vous déplacez, vous l'aurez. Ouais, bon, d'accord, très bien. C'est parti pour le j'aime ou j'aime pas, mesdames, messieurs, sur France Maghreb 2 avec Hakim Ral. Donc, j'aime pas, ou je m'en fous. Tiens, on aurait pu prendre même un auditeur. Je sais pas s'il y en a un, là. On va voir. Non, très bien. Bon, c'est pas grave. Allez, j'aime ou j'aime pas, ou je m'en fous, 01 40 33 9000. Cisjordanie, occupée. Israël vient de légaliser, vous avez certainement entendu parler de cette info, 4000 logements de colons sur des terres privées palestiniennes. Bah, on n'aime pas, mais bon. J'aime pas. On est résigné à juste dire on aime ou on n'aime pas. Parle en ton nom. Bah, moi, J'aime ma personne, pas. Christophe. Oui, toi, oui. T'aimes pas non plus, Jean-Marc? Non, j'aime pas du tout. Bien sûr. La Fondation de l'Islam de France est créée, mes amis. Le décret portant création donc de la Fondation de l'Islam de France est paru ce mardi 6 décembre au journal officiel. J'aime pas, ou je m'en fous? J'aime. Moi, j'aime, bien sûr, j'aime. Bon. En Algérie maintenant, écoutez cette petite phrase. J'aime. Non, pas maintenant. tu vas pas aimer, je pense. Une phrase c'est pour te faire contre rire. les migrants qui choquent. Ouais. Qui a été prononcée par le président de la Commission des droits de l'homme en Algérie. Oui. Il considère en effet leur présence, donc les migrants, expose aux Algériens. Écoutez bien parce que c'est fort. La présence expose. Oui, leur présence expose. Oui. Donc les Algériens, voilà, au risque de propagation du virus du sida. Wow. C'est quoi ça? Eh ben oui. T'as bu n'importe quoi. Ah, moi j'ai rien bu, moi c'est pas moi qui l'ai dit cette phrase. Hein. Mais c'est n'importe quoi ça. Franchement, c'est considérer les gens qui essaient de s'en sortir dans la vie comme des gens qui vont venir donner le virus. Comment ils vont donner le sida? En respirant? Bah, c'est abusé. C'est vulgaire, c'est se moquer des gens, cette information. Jean-Marc. J'aime pas. Bah ouais, on n'aime pas, on déteste ces paroles. En ce moment, il y a une chasse apparemment aux migrants du côté de l'Algérie. Hein. Et d'ailleurs, chasse, le mot, j'aime pas chasse. Bah écoute, c'est pas le mot chasse. Ça comment alors? Non, c'est pas chasse. Bah, je connais pas ça comment? Vas-y, donne des infos. Je connais pas l'information. Bah, les chasses, j'aime pas. T'as beaucoup c'est de pas des animaux, qui les viennent gens. du Niger notamment. La xénophobie. Et qui sont violentés apparemment par la population. Bah c'est pas en raison, je pense, de leur ethnie. Il y a d'ailleurs leur origine. certains journaux qui parlent d'une chasse aux noirs. Bon, en Algérie. Non, mais c'est des journaux qui disent ça. 40% de la population est noire, non? C'est n'importe quoi. Il y a des noirs en Algérie, ils sont noirs. Bon, et pour une dernière petite information, oui, enfin c'est n'importe quoi. Camille, il y a peut-être des infos aussi. Il faut les dire. Si tu veux, ça te fait plaisir. Non, c'est pas que ça me fait plaisir. Mais non, Hakim, c'est pas que ça me fait plaisir. On va pas forcément dans le sens. Non, mais les gens. mots, ça se voit ils sont dans un sens bien précis, les mots. Bah oui, mais ça c'est la presse. Si tu veux, je dénonce ça. Achète les journaux et on ne s'achète plus les journaux, on les reçoit sur. On est abonné sur internet. Achète un quotidien et fais ton information, mon ami. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En ce moment, et visiblement, il y a des migrants qui vivent des situations un peu compliquées en Algérie. Comme en France, c'est compliqué aussi d'être migrant en ce moment. Comme au Maroc. Oui, mais de là à dire que la chasse aux gens qui vont parce qu'ils vont donner le sida. C'est quoi ce délire? Bah ça c'est pas moi qui le dis, c'est des fantasmes, une phrase qu'a prononcé un avocat en plus parce que ce monsieur est avocat et il est président de la commission des droits de l'homme en Algérie. Voilà, bah, écoute, écris-lui, dis-lui que c'est n'importe quoi ce qu'il a dit. Dernière petite info, mon cher ami Hakim et Jean-Marc. Ouais. La mythique géote de la Villette, vous connaissez? Oui, 360 degrés. Pourrait être privatisée. J'aime ou j'aime pas? C'est Fillon qui a dit ça? Non, c'est pas Fillon. J'aime pas. Laisse-le tranquille, Fillon. Non, bien sûr qu'on n'aime pas. Bon. Il faut élargir pour le public. Ça en sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Hakim. Merci Christophe et puis tous pour l'émancipation politique. Oui. Merci Christophe. Jean-Marc, merci aux auditeurs. Et Jean-Marc, merci. Enchanté d'avoir partagé avec toi. Merci Hakim. C'est une première. Exactement. Et peut-être pas la dernière d'ailleurs. Jean-Marc va revenir, hein? Très certainement. Bon, t'aimes bien? Avec plaisir, tout à fait. Bon, voilà. Adopté. Merci de ton accueil. Allez, merci d'être avec nous sur France Maghreb 2. Hakim, à très vite. Jean-Marc, merci.
Dans un instant, on va parler et revenir évidemment sur la disparition d'une grande icône de la chanson algérienne, monsieur Tarf El Ghani, Allah yarhamou, 88 ans, il est décédé donc à Paris, c'est ce qu'on a appris hier, on va en parler avec Amar, et puis parler aussi des principaux événements qui ont marqué cette date du 8 décembre sur France Maghreb. Et il y en a eu des choses d'ailleurs, notamment en rapport avec un certain John Lennon qui a été assassiné en 81, 8 décembre. On va parler télé, de sport aussi, restez avec nous, c'est France Maghreb 2, c'est le grand forum dans un instant qui se poursuit, juste après le rappel de l'actualité de ce jeudi soir. Et c'est Marine Garel qui s'y colle. Bonsoir Marine.